l'antipsychiatrie est une théorie psychiatrique, hein, même si elle utilise la formulation d'antipsychiatrie. Ce n'est pas une absence de théorie psychiatrique, sauf qu'elle considère que la folie est bien évidemment à insérer dans un jeu social. C'est une réponse à ce jeu social, à ce jeu familial. On verra que l'hôpital vient perpétrer l'empêchement qui se joue dans la famille et qui se joue dans la société. On verra qu'il y a cette espèce de continuum de l'empêchement. Et effectivement, donc cette folie à insérer dans un jeu social, dans un nœud, et ce qu'on dira ce qu'il entend par le nexus familial, et puis bien évidemment, là aussi, donc encore une fois, on n'annule pas, encore une fois, la question de la pathologie, mais on l'ensère dans une construction sociale et familiale, et en même temps, on n'est pas dans l'illusion de ce qui est proposé comme soin, on déconstruit ce qui est proposé comme soin, c'est-à-dire qu'on vérifie derrière le soin les mécanismes de contrôle qui se jouent, les mécanismes de pression qui se jouent, et on n'est pas non plus dans cette illusion sentimentale du soin. Et dernier point, la ligne de démarcation entre normal et pathologique qu'on connaît bien chez Canguilhem, et bien évidemment sur la relativité de cette démarcation entre pathologique et normal, ça constitue bien sûr la réflexion de Laing, et ça la constitue d'autant plus qu'il est allé, vous le savez, jusqu'à effacer cette ligne-là dans l'hôpital psychiatrique, puisque, je ne dirais pas que c'était le jeu, mais en tout cas, il n'était plus possible de différencier qui du soigné, qui du soignant, qui du psychiatre, qui de l'aliéné, et que ça faisait partie du protocole du soin, de ne plus être à même, en tout cas extérieurement, de façon simplement par les signes, de dire qui est patient, qui n'est pas patient. Quand, par exemple, Laing parle de l'intelligibilité de la schizophrénie, le fait que c'est intelligible, précisément ce caractère intelligible, il le prend au sens premier, au sens où il va aller chercher comment la schizophrénie s'exprime dans sa propre verbalisation, dans son propre intelligible, mais aussi de manière connexe, c'est-à-dire que tout le contexte qui est autour vient prouver le caractère intelligible de cette schizophrénie, et notamment par le fait que ce que l'on perçoit au départ comme irrationnel, en fait, est la réponse en miroir de l'irrationalité de la famille. En tout cas, c'est une des propositions qu'on trouve chez Laing. Et notamment, et vous trouvez ça chez Bateson, chez Václavic, c'est-à-dire tous les théoriciens du double bind, de la double contrainte ou de la double prise, c'est de considérer que l'une des explications possibles de la schizophrénie comme réponse à la double contrainte, sans cesse, depuis toujours, posée, notamment dans la famille, et ce même chez Laing depuis plusieurs générations. Le nexus familial, c'est vraiment, ça renvoie à très longtemps. Et donc, c'est ce qu'il appelle l'affreuse conspiration des pressions exercées par ceux qui vous apparaissent comme les êtres les plus chers. Donc, ce bouillon de culture-là, où précisément ce qui est censé vous aimer vous rend vulnérable. La famille double prise est une arène sanglante. Et qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Elle met en place, elle n'est pas nécessairement violente, elle peut l'être, mais non, elle a une autre violence, une méta-violence, c'est-à-dire c'est un système de communication pathogène, et qui fait que tout système de délibération, de discussion, de point de vue, de divergence de point de vue sont, d'une manière ou d'une autre, infirmés, disqualifiés, rendus nuls par la famille. Et que donc vous êtes dans
petit à petit. Pourquoi il parle de nexus de mystification? Parce que l'enjeu, c'est que cette famille produit une situation intenable. Dit-il, généralement, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est son expérience de psychiatre qui parle à ce moment-là. C'est que très souvent, on va aller coller l'étiquette schizophrène sur le bouc émissaire de la famille. Pour lui, le terme de schizophrénie renvoie plus à des troubles qui apparaissent au sein des rapports de la famille, dans son entier. Et en fait, schizophrène, à partir du moment où on met le terme schizophrène sur quelqu'un, c'est pour masquer le nexus familial. Ça fait ce travail de voile sur le nexus familial, c'est-à-dire qu'on individualise une pathologie et donc on voile une pathologie collective, ou en tout cas un nexus de mystification, dit Laing, et on masque la trame des relations familiales qui est l'essence même du problème. Proposition de Laing. La morale la plus élevée du nexus est ainsi la réciprocité des intérêts. Chaque personne se sent concernée par ce que l'autre pense, ressent, etc. Très bien, on a l'impression que tout va bien, puisque ça pourrait presque s'appeler de l'attention. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué parce que chacun est chosifié par la perception du besoin de l'autre. Donc c'est une instrumentation considérable et chacun est enserré par le fait que sa sécurité repose sur le fait que l'autre a besoin de lui ou pas. Sa sécurité ontologique et puis le fait tout simplement de se sentir en sécurité, en fait, c'est un jeu des arbitraires. Je suis enserré dans un arbitraire. C'est la tactique, ou sinon c'est un autre système pervers, c'est la tactique de la dette forcée. Donc il a cette expression aussi assez magnifique, le ghetto familial, qui est une sorte de terrorisme mutuel permanent. Et là aussi, les relations entre personnes dans un nexus sont caractérisées par l'influence réciproque, dirais-je, durable. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'autonomisation possible. C'est du nom des pères à l'extrême, c'est pas, ou c'est du nom des pères, alors là, P-E-R-E-S. Et voilà comment, bon, donc résultat bien évidemment, Laing, à chaque fois qu'arrivait un patient, il s'intéressait moins au patient qu'à celui qui accompagnait le patient, pour le dire clairement. Il se disait, celui-là qui veut mettre cet autre et l'enfermer, je vais m'y intéresser davantage. Et il n'avait pas tort, parce que de fait, c'est pas rien de vouloir décider d'enfermer quelqu'un. Mais bon, et c'est ce qu'il a appelé le problème de l'intelligibilité du comportement des schizophrènes. C'est-à-dire, il suffisait de tourner le regard. Et là où il est dur avec l'institution psychiatrique, c'est cette complicité, d'une certaine manière, qui se joue entre famille et hôpital psychiatrique, autour du fait de voiler le nexus familial et d'individualiser la pathologie. Et donc, d'une certaine manière, de ne pas se soucier de ce qui va surgir comme guérison ou comme cure, mais de se soucier de l'opération de contrôle qui est à la fois décidée par la famille, son envie de devenir psychiatre est venue de cette de ce premier scandale, d'une certaine manière, intellectuel, éthique, à savoir, mais comment un monde fou peut-il apposer sur une personne l'étiquette de fou? Partie de là. Comment un immense, ce qu'il voyait, soit un dysfonctionnement familial patent, soit un dysfonctionnement social, et ce système-là, dysfonctionnant, cette immense entropie, vient poser une définition sur un homme en disant qu'il est aliéné. Comment ça, c'est possible? Et comment on peut donner de la valeur à cela? Donc, c'est ça
Pires qui a donné lieu à l'expérience de Kingsley Hall, c'est-à-dire l'expérience notamment de cet hôpital à Londres, de cet hôpital d'anti-psychiatrie. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, le fait que, en plus, le nexus familial se complique, dit Laing, dans la mesure où il peut remonter jusqu'à 3 générations en arrière, jusqu'à X générations en arrière, et donc c'est toute une quantité d'acteurs principaux dans le drame féroce du foyer psychotique. Le drame féroce, là aussi, son travail, c'est toujours d'aller chercher une réflexion. Donc, ce qui fait dire à Laing, il n'existe pas un état que l'on peut appeler schizophrénie, mais cette étiquette est un fait social, et un fait social est un événement politique. Et voilà, je donne la définition de tout à l'heure quand on a parlé de la sécurité ontologique, la différence entre l'individu, c'est dans le moi divisé, l'individu qui a un sentiment sécuritaire de son identité, et puis l'individu qui ne l'a pas. L'individu ainsi éprouve la réalité et la totalité de son être, assez clairement différencié du reste du monde, donc principe de différenciation simple, dans les circonstances ordinaires, pour que son identité et son autonomie ne soient jamais en question. Donc il y a une espèce de stabilité de l'identité, il a donc un solide noyau de sécurité ontologique. Et là, maintenant, l'inverse, celui qui n'a pas cette chance, l'individu, dans les circonstances ordinaires de la vie, peut se sentir plus irréel que réel, plus mort que vivant, précairement différencié du reste du monde, de telle sorte que son identité et son autonomie sont toujours remises en question. Et c'est là le subtil, parce que comment appeler ça une folie? C'est ça aussi la thèse de Laing, c'est comment considérer comme fou celui qui expérimente une insécurité ontologique. En quoi c'est fou, ça? Et d'ailleurs, à un moment donné, on va le trouver en feuilletant, il le dira, il faut presque remercier les schizophrènes d'avoir traversé ce voyage, parce qu'ils nous enseignent, d'une certaine manière, ce que c'est la proximité avec l'insécurité ontologique, et ça dit quelque chose de ce qui, en fait, nous concerne aussi. Et ça va être l'hypothèse de travail méthodologique de Kingsley Hall, c'est-à-dire de considérer que c'est une maladie, on ne va pas la traiter, mais en revanche, on va accompagner une dynamique de voyage. Ce qui a d'ailleurs été reproché au psychiatre de Kingsley Hall, c'est-à-dire de laisser le schizophrène aller au bout de ce voyage, dans la régression, dans une libération possible, et en tout cas de ne pas l'enserrer, mais de lui donner à vivre ce voyage de la schizophrénie pour éventuellement renaître. Et donc le personnel suivait ces schizophrènes au cours de ces voyages, et bien évidemment, non seulement le personnel, mais les patients entre eux étant témoins les uns et les autres des voyages des uns et des autres. Là, une des définitions, là encore, de la schizophrénie chez Laing, très intéressante, pour montrer qu'en plus la schizophrénie non seulement est un fait social, mais c'est quasiment un fait institutionnel. Le concept de schizophrénie est une camisole de force qui emprisonne psychiatres et patients. Et donc, là aussi, hypothèse, en ôtant cette camisole de force,
nous pouvons voir ce qui arrive. Il a été démontré dans le domaine de l'éthologie que l'observation du comportement d'animaux en captivité ne nous dit rien de valable sur leur comportement dans leur milieu naturel. Donc, qu'est-ce qu'il cherche à dire? Il cherche à dire toute notre civilisation est peut-être une forme de captivité. Donc, résultat, les observations sur lesquelles psychiatres et psychologues se sont basés pour élaborer l'image classique de la schizophrénie, en fait, ont presque entièrement été faites sur des êtres humains doublement, voire triplement captifs. Donc, tout le discours sur la schizophrénie est produit sur des êtres qui sont déjà, fabriqués par les représentations des uns et des autres de ce qui est fou et de ce qui n'est pas fou. Et donc, ce qui émerge d'une personne, et ce qu'on appellerait un aliéné, en fait est manqué, parce que dès le départ, une certaine grille est posée qui fait que précisément on ne peut pas voir ce qui se joue là, dans ce voyage. En 1962, le docteur David Cooper, donc, qui est l'alter ego de Laing, commença à supprimer la hiérarchie dans les services. Il désirait mettre en place des unités qui permettraient une plus grande liberté de mouvement, très bien, et qui nous délivreraient des rôles hautement artificiels de patients, d'infirmiers, de médecins. Et c'est ainsi que Cooper nomme cette expérience, cette expérimentation de la fin des frontières entre patients et médecins, expérience d'anti-psychiatrie. Et donc, à ce moment-là, le personnel supprima les comportements stéréotypés, supprima aussi les habits, tout ce qui pouvait différencier les malades des soignants. Un anti-règlement fut mis en place, déclarant que les malades décidaient eux-mêmes de leur départ, de leur participation à telle réunion, de l'heure de leur lever. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait évoqué en fin de cours la question du biorhythme, etc. Elle revient d'une autre manière, mais elle est tout à fait importante. L'heure de leur lever, l'heure de leur coucher, l'heure de, de la nourriture. Et donc, impossible, et c'était là l'enjeu, impossible de dire qui était qui. Oui, je disais tout à l'heure, mais j'y reviendrai aussi, mais déjà là maintenant, sur l'expérience de Mary Barnes. Mary Barnes était une infirmière pendant des années, et puis elle éprouva vers l'âge de, après 40 ans, un premier type de symptômes, et elle entra à Kingsley Hall, et là elle va vivre son expérience de régression et de transformation. Je cite là Cooper et Laing. Il devint difficile pour les autres de vivre avec elle lorsqu'elle commença à barbouiller et son corps et les murs de sa chambre de ses fesses. Sa chambre était proche de la cuisine et l'odeur transperçait les murs. Pouvait-il lui permettre de faire une telle chose? Un individu a-t-il droit à un espace olfactique qui s'étend au-delà des 4 murs de sa pièce? Elle cessa d'absorber des aliments solides et on dut la nourrir avec du lait. Chacun à leur tour, les résidents, la nourrir, dans les autres malades. Elle cessa de parler, reposa immobile sur son lit pendant de longs moments, etc., etc. Et puis, à un moment donné, elle raconte que, précisément, à un moment donné, elle revint, elle renaquit, et que, sur la fin de sa vie, elle peignait, toujours avec ses doigts,
mais je rassure les uns et les autres, avec de la peinture à l'huile, et qu'elle vendu de nombreuses toiles. Alors, je cite, comment dire, Alan Watts, bon, qui était encore un autre de cette bande-là. Chacun des individus qui vivent à Kingsley Hall ne désire ni n'a besoin de passer par une expérience d'une telle importance. On nous rassure. Nombreux sont ceux qui désirent se libérer du harcèlement bien intentionné et malencontreux de leur famille ou des hôpitaux psychiatriques, ou encore des deux à la fois. Voilà. Ils veulent vivre tout simplement dans un havre où ils peuvent simplement être. Donc c'était ça la tentative, simplement être. Et la thèse de Laing, c'est que, et je crois que c'est la vérité de toute institution et de la société en règle générale, c'est qu'il n'est pas possible d'être simplement. C'est interdit. Dans les hôpitaux psychiatriques, il est très difficile, dit-il notamment à un moment, d'avoir des liens avec les gens dans un sens ou un autre, des liens autres que le rôle qu'ils veulent vous faire jouer. Mais ça, c'est une vérité de l'hôpital psychiatrique comme de toute institution, comme de toute vie institutionnelle, comme de toute vie sociale. Et donc, l'une des différences entre Kingsley Hall et puis un autre endroit, c'est qu'un individu pouvait faire quelque chose sans être tenu de conformer son comportement à un type de comportement représentant ce que les autres jugent juste ou faux. Donc, comment on fait à un moment donné pour se desserrer de l'emprise sociale? Comment cela est possible? Vous connaissez la formule de Václavic, voilà, on peut trouver des solutions, puis on peut aussi tuer le problème. Bon, donc le fait de tuer le problème n'était pas considéré par les psychiatres de Kingsley Hall. Mais alors à ce moment-là, comment on fait pour résister à ce débordement sans précédent? Bon, la thèse a été de faire vivre ce débordement jusqu'au bout. Et pourquoi ça? Parce que une des convictions profondes de Laing, et c'est ce qu'il dit dans La fabrication d'un psychiatre, donc sagesse des raisons et folie, et je le cite, je voulais ouvrir un espace plus grand où les gens, patients ou non, pourraient me choisir pour les soigner selon des méthodes complètement différentes, voire opposées à celles que l'on m'avait enseignées. On me disait d'ailleurs, mais comment osez-vous vous abandonner vos responsabilités médicales? Encourager un schizophrène à vous parler revient à encourager un hémophile à saigner, qu'on lui disait. Et lui, voilà ce qu'il répond. Je savais qu'en fin de compte, je devrais avoir le courage de mon manque de conviction psychiatrique. Voilà, c'est-à-dire que ce qui est à l'essence même du geste de Laing, c'est un regard plus que critique sur la psychiatrie elle-même, tout en reconnaissant la vérité d'une douleur et la vérité de quelque chose qui est, entre guillemets, défini comme anormal. Mais, il disait, j'avais une conviction, c'est que quand je regardais comment on traite, et ça, Dieu sait si les uns et les autres on l'a ressenti, mais on n'a jamais fait confiance à cette intuition très simple. Lui l'a dit de façon quasiment naïve. Après 2 ans d'exercice comme psychiatre clinicien, donc là on est au tout début de sa vie, j'ai fini par constater que je n'aimerais pas recevoir le même traitement que mes propres patients. C'est vraiment basique comme sentiment. Et beaucoup de médecins ne font pas confiance à ce sentiment-là. Et lui, c'est un geste
d'intégrale confiance par rapport au fait que non, précisément pas. Il n'avait pas du tout envie de vivre ce que lui-même on lui demandait de définir comme vie pour autrui. Je n'ai jamais dit que des parents, des familles ou la société causent la maladie mentale. Je n'ai jamais nié l'existence de structures mentales et de types de comportements terribles, épouvantables. Je ne me suis jamais qualifiée moi-même d'antipsychiatre. Toutefois, je suis d'accord avec la thèse des antipsychiatres selon laquelle la psychiatrie, en général, tend à exclure et à réprimer ces mêmes éléments que la société cherche à exclure et à réprimer. Si rien et personne ne peut vous sortir d'une dépression suicidaire, il reste les électrochocs. Ils abolissent les pensées et les émotions insupportables, au moins pour un temps, peut-être à jamais. Si j'étais assaillie par un tourment mental et émotionnel complètement insoluble, je m'en dirais sans doute des électrochocs. L'ennui dans tout cela, c'est la politique. Qui a le pouvoir de faire quoi contre la volonté de qui? Or, comme il avait dit tout à l'heure, j'avais perdu toute espèce de désir ou de devoir d'infliger aux gens des traitements que je n'aurais pas voulu subir. La solution devait se trouver dans les rapports humains. Et qu'est-ce que, ce réflexe d'aller chercher les électrochocs ou les sédatifs surpuissants, c'est la volonté, dit-il, et il prend le mot de Martin Buber, c'est la volonté de diminuer la capacité relationnelle de l'homme. Ce qui pour lui est problématique parce que quand on... c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment... comment dire au lieu d'aller différencier ce qui pourrait chez l'aliéné, le schizophrène, être au contraire une capacité relationnelle de l'homme et donc aller l'investir pour qu'elle nous aide à lutter contre la maladie, au contraire, parce que c'est tellement compliqué, une espèce de sabotage total et d'éradication. Institutions et sentiments sont résolument séparés. Les institutions sont à l'extérieur et la question des sentiments est inutile. Et puis, lui, au contraire, va vouloir aller essayer de voir comment, à l'intérieur d'une institution, des sentiments qui ne relèvent pas de l'entropie du nexus institutionnel peuvent se mettre en place. Alors, là aussi, pour ceux qui sont intéressés sur les questions de biorhythme, il ne parle pas de biorhythme, il parle aussi de biorhythme, d'autorythmie, le droit à l'autorythmie. Donc il y a des passages entiers sur tout simplement ce droit de dormir, de se réveiller, de manger, de boire, de digérer, d'uriner, de déféquer, de respirer, tout ça, sans que cela soit programmé socialement. Ce qui est vrai, parce que c'est quand même ça qui se joue pour des facilités souvent. Et donc, autorythmie implique que toute personne possède son biorhythme, a le droit de le préserver, et que personne n'a le droit d'interférer. Donc c'était poussé, assez loin. Et il explique comment il a essayé de mettre en place un hôpital qui pouvait accepter cette autorythmie pour les patients, mais n'oubliez pas, pour le personnel. Parce que, de fait, ça ne marche pas que dans un temps. Et alors, c'est assez drôle parce que tout d'un coup, il dit, ça va, alors ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, il dit, il y a d'autres lieux où il y a de l'autorythmie, ce qui n'est pas tout à fait juste, au sens où,
en gros des lieux où 24 heures sur 24. Et donc, à ce moment-là, il renvoie l'hôpital plutôt du côté des gares, des aéroports, hein, c'est-à-dire en gros des lieux qui d'une certaine manière sont comme autonomisés de ce qui peut se jouer à l'extérieur comme nuit, comme jour. Voilà, nous vivons selon des régimes voulus par beaucoup de gens. Mon propos n'est pas tant de les critiquer que de me demander ce qui se passerait si tout était différent. Et on l'avait vu, hein, être impatient. Voilà une définition de ce qu'est être impatient. Ronald Lang, page 43, dans La fabrication d'un psychiatre. Être impatient signifie que d'autres gens décident avec qui et comment j'occupe mon temps. Quelle posture je peux prendre, allongée, accroupie, assise, de marche, debout, mobile, immobile. Quand, où, en quelle compagnie. Quels bruits sont appropriés, quand, où, avec qui. Ma façon de m'habiller, quand, où, avec qui. Ensemble ou tout seul, mon temps de sommeil, d'éveil, etc. Quand, où, avec qui je mange. Je suis pratiquement dépossédée de toute liberté et de toute responsabilité dans la moindre parcelle observable de ma vie. Là aussi, ça nous renvoie à l'institution totalitaire de Goffman. Hein, c'est-à-dire véritablement un temps volé, une spoliation directe. Et puis on l'avait vu, hein, premier espace vital de l'homme, le temps. Donc là aussi, l'institution, première prise, premier fait d'armes, la captation du temps du patient. Autre point important, là aussi quelques réflexions dans la politique de la famille, définition de ce qu'est une famille, qui nous renvoie à ce qu'on a, mais voilà, qui est toujours dans ce mystification, nexus familial, nexus de mystification. Dans une famille, les gens peuvent être désignés par un nom. Alors là, il donne un exemple, Jill, par des altérations pronominales, elle, je, toi, etc. Ou par des altérations familiales, fille, épouse, mère, belle-mère, grand-mère. Ces altérations familiales sont les autres que Jill est pour tel ou tel autre, ou encore pour elle-même. Pour que son existence familiale totale soit réalisable, ces altérations doivent constituer un ensemble viable. Et qu'est-ce que le nexus de mystification et qu'est-ce que la famille pathogène? C'est quand précisément toutes ces altérations qui se renvoient à vous sont rendues intenables les unes par rapport aux autres. Le corps de Paul était donc une sorte de mausolée, c'est intéressant, de cimetière hanté où les fantômes de plusieurs générations vivaient toujours alors que leur corps physique s'était décomposé. C'est assez magnifique. Cette famille avait enterré ses morts les uns dans les autres. Et ce qui précède est un schéma très simplifié du processus complexe de la confusion. Ce jeune homme était prisonnier d'un nœud qu'il avait fallu au moins 4 et peut-être 5 ou 6 générations pour nouer. Une famille qui a entassé ces morts les uns sur les autres. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le concept de schizophrénie est une camisole de force. L'homme n'a pas toujours besoin de barreaux pour faire des cages, les idées aussi peuvent être des cages. En toutes circonstances, et c'est ça, je crois, qui est vraiment la conviction profonde de Laing, et c'est pour ça que son étude de la schizophrénie n'est pas à différencier de son étude de ce qu'est le comportement humain. En toutes circonstances, un homme peut être coincé, se perdre lui-même, avoir à faire demi-tour et faire un long chemin en arrière pour se retrouver. Mais c'est seulement dans certaines conditions socio-économiques, on pourrait rajouter culturelles, etc., qu'il sera atteint, et on pourrait dire qu'il sera défini comme schizophrénique. Et vous avez d'ailleurs
Pour donner un autre exemple, Saz, qui est un autre des antipsychiatries, qui donnait cet exemple très classique que, par exemple, à Bombay, en Inde, des swamis, ça veut dire quoi? Des saints, hein, des saints, présentent des signes qui, normalement, en territoire occidental, symptômes délirants, hallucinations, etc., devraient être considérés comme rentrent dans le diagnostic de schizophrénie catatonique. Bon, très bien. Ça, c'est en Occident. En Inde, dit-il, ils sont considérés comme des saints. Autrement dit, ce qui est conçu comme pathologique dans une culture est non pathologique, voire intéressant, voire exceptionnel au sens de surnormal, et non pas de sous-normal, dans une autre. Et que donc, voilà, on voit bien que cette question de la schizophrénie est non seulement un fait social, mais effectivement un fait culturel. Alors juste, pas forcément ce que dit Mary Barnes, mais ce que dit son psychiatre, c'est-à-dire Joseph Berk, de l'expérience de Marie. Voilà, c'est juste comment, voilà, là encore, elle a une définition de la folie qui nous parle. Hein. Une grande partie de mon être était tordue, enfouie, enroulée sur elle-même comme un écheveau de laine emmêlée dont on a perdu le bout. Bon. Une folle, hein, bon, douée. Mais bon, mais là aussi très intéressant sur comment elle définit sa famille, et qui est très typique du nexus familial défini chez Laing, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence, encore une fois, dans cette famille-là, aucune violence. Elle a des formules, là aussi, qui je crois parlent beaucoup de ce que chacun d'entre nous a pu vivre avec sa famille. Ils ne se disputaient jamais. L'atmosphère était froide, et cependant l'orage couvait toujours. La vie familiale ressemblait à de la glace fragile. Chacun souhaitait voir fondre cette glace, avait besoin d'amour, mais nous craignions tous d'être noyés si jamais la glace se rompait. La violence et la colère se cachaient, menaçantes, derrière nos plaisanteries. Vus de l'extérieur, nous formions une bonne famille. Bon. Autrement dit, la maladie mentale reflète ce qui se produit au sein d'un groupe humain perturbé ou perturbant. On se souvient le plus souvent une personne cataloguée comme malade mentale est le bouc émissaire sur lequel se déchargent les troubles affectifs de sa famille et de son entourage. Alors qu'en réalité, elle est peut-être le membre le plus sain du groupe. Et c'est pour ça qu'il dit, et ça c'est très juste, la schizophrénie n'est pas une maladie, mais c'est une carrière. Une carrière au sens où ça commence dans la famille, ça se poursuit, ça se construit par les récits des uns et des autres. Hein. Elle se déclenche avec l'aide et l'encouragement de la famille proche. Autre chose aussi qui définit le psychiatre qu'est Joseph Berk, j'étais beaucoup plus fascinée par la vie globale de mes patients que par la maladie particulière qui les habitait. Ça aussi, c'est un regard méthodologique particulier. Encore une fois, on n'est pas sur focus, mais nexus, hein, et on attrape cette vie globale, et on attrape le sujet qu'est le patient dans cette vie globale. Et il dit, chaque patient a droit à une étude toute fraîche et impartiale de son vécu. Et ça fait aussi écho à Goffman qu'on a vu la dernière fois, lorsque Goffman explique très bien que dès l'entrée, il est impossible que vous ne soyez pas défini comme fou. Hein, c'est-à-dire que vous êtes assigné à résidence et en plus avec rétroaction sur tout ce qui a été auparavant, puisque toute votre vie explique pourquoi vous êtes là. Alors là aussi, le psychiatre n'est pas un moraliste, voilà, qui doit juger si le style de vie des autres est bon ou mauvais. Le psychiatre joue plutôt le rôle
d'un expert de la communication. Il doit pouvoir les écouter, hein, saisir le langage des schizophrènes. Or, dit-il, je me suis rendu compte, bien évidemment, que la plupart des psychiatres n'étaient pas du tout des experts en matière de communication, mais qu'au contraire, ils ne s'intéressaient pas du tout à ce que leurs patients avaient à leur dire. Le concept d'inintelligibilité, bon, hein, on se souvient tout à l'heure avec Laine qui disait précisément l'inverse, intelligibilité de la carrière du schizophrène, la inintelligibilité, et ça, cette formule tout à fait bien, nombre de psychiatres attribuent tout simplement à un autre leur propre non-tentative de communication, en général à un patient, tout en refusant de reconnaître que c'est précisément ce qu'ils font eux-mêmes. Ces troubles de la communication sont alors considérés comme signe d'une maladie, et si jamais ce dernier persiste à commenter ce qui se passe de son point de vue, on fera passer ses productions pour inintelligibles. Comme je l'ai déjà dit, la croyance selon laquelle il n'y aurait qu'une seule réalité, soit la façon dont on la voit soi-même, est une illusion dangereuse. Elle devient encore plus dangereuse lorsqu'elle est doublée d'une volonté prosélyte d'éclairer le reste du monde, que celle-ci veuille ou non d'une telle lumière. Refuser d'embrasser inconditionnellement une seule définition de la réalité, oser jeter sur le monde un regard différent, peut alors devenir un délit d'opinion, au sens d'Orwell. Je souhaite que ce livre contribue, si peu que ce soit, à prévenir ces formes de violence, et ça c'est très intéressant, et à rendre la tâche plus ardue aux violeurs de conscience, laveurs de cerveau et autres miliciens évangélistes des temps modernes, mais surtout le terme de violeur de conscience. C'est-à-dire, et là, je crois qu'on... Voilà, ce que dit Joseph Berck, c'est ça. C'est que par défaut, déficit de communication, capacité d'écoute, etc., le psychiatre est un violeur de conscience. Il empêche précisément le voyage de la psychose d'exister. Donc il raconte comment Marie est descendue en elle pour traverser toute cette expérience et comment elle est redevenue bébé, comment chacun donnait le biberon à Marie. Alors, par exemple, il disait également le fait que Marie ait élaboré son voyage bien avant d'entendre parler de Laing, de Berck ou des autres, démentirait la critique qu'on nous adresse souvent et qui veut que Marie n'ait fait que mettre en acte nos propres fantasmes. Ça aussi, c'était une des critiques très souvent données à l'antipsychiatrie, c'était qu'en gros, on les accusait d'être, d'avoir des fantasmes idéologiques et d'être des gourous masqués, et qu'en gros, les patients venaient tout simplement faire ce qu'eux-mêmes avaient induit par un subtil jeu, ceci, cela. Non, de fait, Marie, elle avait conscientisé toute cette histoire de voyage bien avant, et donc c'est en regardant les schizophrènes dans, entre guillemets, cette idée d'une liberté que tout d'un coup ils se sont dit, mais mon Dieu, c'est pas une maladie, c'est un voyage. Et qu'est-ce que c'est que ce voyage dans l'existence d'un... Et comment ce voyage peut, à terme, nous dire quelque chose à nous, ceux qui ne voyageons pas, ou qui en tout cas, voilà, nous dire quelque chose à nous de ce qu'est la difficulté d'être un homme. Alors rapidement, vous dire un mot de Basaglia sur l'institution en négation. Même, on est pareil dans les années 60, 70.
il prend comment dire, il dirige l'hôpital Gorizia. Il va comment dire, se bagarrer pour mettre en place la loi 180 qui vise à l'interdiction, en tout cas la suppression plutôt des hôpitaux psychiatriques en Italie, et en gros de lancer une grande réflexion de refonte de ce qu'est l'institution psychiatrique. Et je cite, « Ces institutions peuvent être définies comme les institutions de la violence ». Et là, chose très désagréable et qui montre pourquoi il est allé, il s'est bagarré contre les hôpitaux psychiatriques, le néopsychiatre social, le psychothérapeute, l'assistante sociale, le psychologue d'entreprise, le sociologue industriel ne sont autres que les nouveaux administrateurs de la violence du pouvoir, dans la mesure même où, en arrondissant les angles, ils ne font, et ça c'est très intéressant, que permettre, par leur action technique, apparemment réparatrice et non violente, la perpétuation de la violence globale. Et ça, c'est ça quand on dit soigner l'hôpital, etc. C'est ça, c'est-à-dire sous couvert du soin, sous couvert de la bonne intention, il y a perpétuation de la violence globale. Inconsciemment, parfois consciemment, mais le plus souvent inconsciemment. Et il dit, leur tâche, qui est qualifiée de thérapeutique orientatrice, consiste à préparer les individus, donc ce serait ça, soigner, préparer les individus à accepter leurs conditions d'objet de violence.